elle atteint le premier étage avec une accélération de même module qu'au départ. Donc, une accélération de 3 mètres par seconde en module. Pour s'y arrêter. D'accord? Et pour la deuxième question, donc, si la masse de l'ascenseur est de 500 kg, quelle est la tension du câble de l'ascenseur dans les différentes phases envisagées dans la question 1? D'accord? Vous voulez que j'enregistre la séance? OK. Et démarrer l'enregistrement de la séance, il n'y a pas de souci. Enregistrer. Commencer l'enregistrement. Et démarrer. On va patienter un petit peu. Et voilà. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Donc, on va essayer de traiter l'exercice 4, 5, 7 et 11 de la série dynamique. Donc, c'est des exercices qui n'ont pas été traités, ont été d'après les emails que j'ai reçus de vos camarades. Donc, commence par l'exercice 4, où je disais qu'un homme de masse de M, 90 kg, est debout dans un ascenseur. Donc, on nous demande de déterminer les forces que le plancher exerce sur lui, sur cet homme, lorsque successivement l'ascenseur A part du rez-de-chaussée avec une accélération de 3 mètres par seconde au carré, donc B, quand elle poursuit sa montée à une vitesse constante, et C, quand elle atteint le premier étage avec une accélération de même module qu'au départ, qui est de 3 mètres par seconde carré, donc pour s'y arrêter. Et pour la deuxième question, si la masse de l'ascenseur est de 500 kg, donc quelle est la tension du câble maintenant de l'ascenseur dans les différentes phases envisagées dans la première question. Donc pour cela, c'est aussi simple. Donc on doit calculer la force. Pour la première phase, où elle démarre avec une accélération de 3 mètres par seconde. Donc il n'y a pas plus simple qu'une application de la relation fondamentale de la dynamique, donc la deuxième loi de Newton. Donc on peut voir ici que les forces agissant sur l'homme dans l'ascenseur, donc par rapport au plancher, donc on a son poids, monsieur, et sa force de contact. D'accord? Qui exerce le plancher sur l'homme. Donc on a vectoriel, donc on a P plus C est égal à MA1, donc l'accélération. La première phase, donc c'est 3 mètres par seconde au carré. Donc si on fait une projection sur l'axe des Y, sur l'axe des X en arrière, donc on a, et le mouvement se fait du bas vers le haut, donc c'est le sens positif. Donc on aura C moins P est égal à MA1. Donc on aura C qui est égal à M fois G plus A1. Un simple calcul nous donnera que C est égal à 1170 newtons. C'est tout simple. Pour le deuxième, on nous dit que l'ascenseur monte avec une accélération nulle, une vitesse constante. Donc, on aura aussi une application de la loi fondamentale. Donc, on aura P plus C égale au vecteur nul. Donc, en projection sur l'axe des Y et choisissons le sens positif, le sens de déplacement. Donc, C moins P est égal à 0. Donc, C est égal au poids, tout simplement. On aura C est égal à 900 newtons. Et pour la troisième, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Elle atteint le premier étage avec une accélération de même module qu'au départ, pour s'y arrêter. D'accord? Donc là, on parle de module et on parle d'accélération. Mais dans le mouvement, on a une accélération, on a une décélération. Elle va s'arrêter.
Donc, on aura une décélération. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, de la même manière, on aura P plus C est égal à quoi? À MA. Donc, le mouvement se fait toujours vers le haut, mais l'accélération, le vecteur accélération est vers le bas. D'accord? Soit on ajoute, on prend directement le sens du mouvement vers le haut et on prend le A en négatif, soit on prend directement le sens ternain ou le sens de l'accélération. Donc, directement, on prend P moins C. D'accord? Si on prend le sens de l'accélération, elle est dirigée, le vecteur d'accélération est dirigé vers le bas. C'est une décélération en quelque sorte. Donc, on aura P moins C est égal à M à tau. Là, on prend l'accélération en module. Donc, on aura C est égal à M fois G moins A. D'accord? Et on aura, avec une petite application numérique, on aura C qui est égal à 630 newtons. D'accord? Jusque-là, c'est simple. C'est pareil pour la deuxième question. Donc, si la masse de l'ascenseur est M grand M qui est égal à 500 kg, quelle est la tension du câble de l'ascenseur dans les différentes phases qu'on a vues pour la première question? C'est la même chose. Ici, on prend juste que pour le poids, la masse totale, on prend la masse de l'ascenseur plus la masse de l'homme, bien sûr, et on a une tension du câble qui est exercée sur l'ascenseur. Donc, c'est ça. C'est la tension du câble et on a le poids. De la même manière, pour la première phase, on a une accélération au départ, donc qui est dirigée dans le sens du mouvement, donc vers le haut, avec une vitesse dans le sens du mouvement, on ne peut pas être autrement. D'accord? Donc, on aura le P plus T en vecteur. P total, c'est le poids de l'ascenseur plus le poids de l'homme. D'accord? Plus T est égal à quoi? À la masse totale fois l'accélération. Donc, un grand M plus petit M, toujours. Donc, en projection, c'est toujours ça. C'est le sens du mouvement est vers le haut et l'accélération est vers le haut. C'est un système accéléré. Donc, on aura T moins PT est égal à la masse totale fois l'accélération. Au final, on aura la tension du fil, donc du câble de l'ascenseur. On peut la calculer directement. On a toutes les données. Donc, on aura 7670 newtons. Pour la deuxième phase, la phase B, donc la même chose. Donc, elle monte avec une vitesse constante. Donc, l'accélération est nulle. Donc, la somme des forces est égale à 0. Donc, on aura le PT plus T qui est égal à 0. Donc, on aura le T qui est égal à PT. Donc, et à la fin, on aura T qui est égal à 5900 newtons. OK? La troisième phase, c'est pareil que pour la première. Donc, on aura qui est PT plus T, donc qui est égal à la masse totale plus est égal à la masse totale fois l'accélération. Donc, troisième accélération. Donc, on aura PT moins T qui est égal à quoi? À la masse totale fois l'accélération. Au final, on aura une tension qui est égale à 4130 newtons. D'accord? Là, c'est une application directe de la loi fondamentale de la dynamique. D'accord? Donc, ici, en dynamique, ce que je vous demande, c'est de bien représenter vos vecteurs. D'accord? Vecteur force, vecteur vitesse et vecteur accélération. C'est de bien les présenter. Surtout ne pas se tromper dans le sens. D'accord? OK? Donc, je suppose que c'est un exercice tout simple. C'est une application directe. Donc, on va compliquer un peu les choses avec les exercices qui vont suivre. Donc, on passe à l'exercice 5.
Bon, je vais fermer celui-là. Et je vais fermer, je pose. Bon, celui-là, je le laisse. Et on va à l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, je repartage. Très bien. Donc, l'exercice 5 nous demande de rappeler l'expression de la force d'attraction entre deux points, deux corps, supposés ponctuels de masse respective M1 et M2 à une distance qui sont une distance D. D'accord? Montrer que l'intensité du champ de gravité, champ gravitationnel terrestre, donc, à une altitude H, peut se mettre sous la forme G est égal à G0, donc G0 c'est à la surface de la Terre, donc fois R, grand R, qui est le rayon de la Terre, au carré sur R plus H au carré, où G est l'intensité du champ gravitationnel terrestre au niveau du sol. Donc au niveau du sol, quand on parle au niveau du sol, donc on parle au niveau de la mer en quelque sorte. D'accord? C'est ça le point zéro. Le point zéro par rapport à la surface de la Terre, donc c'est le niveau de la mer. Donc on met sur une orbite, pour le 3, on met sur une orbite circulaire un satellite de masse M à une altitude H, montrer que le mouvement de ce satellite est uniforme. Établir l'expression de la vitesse V du satellite et de sa période T en fonction de G0, R et H. Commençons par la première, qui est la plus simple, donc l'expression de la force d'attraction entre deux corps. D'accord? Donc, on a qu'est-ce qu'on a? On a le premier corps qui exerce une force sur le deuxième corps et le deuxième corps qui est ici, le premier corps qui exerce une force sur le deuxième et le deuxième qui exerce une force sur le premier. D'accord? Donc le premier, il subit une force par rapport au deuxième et le deuxième, il subit une force par rapport au premier corps. D'accord? Toujours, on doit choisir le vecteur DNA unitaire U, vecteur d'attraction. Donc, comme on l'a choisi par rapport au satellite géostationnaire, où le U, donc, il est sortant du sens du centre de la Terre vers l'objet étudié, donc vers le satellite. Donc, de la même manière, U, on le dit, qui est comme ça. Donc, c'est un sens. Donc, les deux forces sont au sens opposé. D'accord? Ils sont égales. Donc, on a F, c'est l'expression, c'est écrit F2 sur 1 est égal à moins F1 sur 2. Donc, en module, ils sont égaux, mais au sens, ils sont opposés. D'accord? Et la loi gravitationnelle universelle, donc, elle donne cette force qui est égale à moins grand G M1, M2 sur la distance entre les deux T au carré. Ça, c'est un rappel de cours, ni plus ni moins. On nous demande, en deuxième lieu, montrer que l'intensité du champ de gravitation terrestre, donc à une altitude H, peut se mettre sous la forme G est égal à G0 fois R au carré sur R plus H au carré, d'accord? Où on nous donne que G0 est l'intensité du champ gravitationnel terrestre au niveau du sol et R, le rayon de la Terre. Donc,
Dans cette formule, cette expression, dans cette expression, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le G0. Donc, c'est la gravitation au niveau de la Terre. D'accord? Et on trouve le G. C'est la gravitation au niveau du satellite, au niveau du corps, qui est loin du sol de la Terre. Donc, là, c'est la gravitation. On a deux gravitations, une au niveau du sol et l'autre à une distance h, une altitude h du sol. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? On peut étudier le corps au niveau de la Terre, au niveau du sol de la Terre, et puis étudier le corps au niveau de l'altitude h. Alors, on ne peut pas les joindre directement. Donc, pour avoir le champ gravitationnel, donc au niveau de la Terre, du sol de la Terre, et au niveau de l'altitude h, donc il faut étudier séparément. Il faut les étudier séparément. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les masses ont disparu. D'accord? Il ne reste que les champs gravitationnels à différentes altitudes et les distances. Donc ici, donc si on utilise la loi universelle de gravitation universelle, donc pour la force, qui est F qui est égal à moins grand G M1, M2 sur D au carré, directement. Donc, soit on aura directement l'intensité de la gravitation gravitationnelle au niveau de la Terre terrestre, ou là, on aura celle à une altitude h. Pour avoir les deux, il faut séparer les expressions. Et puis, se servir des deux expressions, donc le champ gravitationnel au niveau de la Terre et le champ gravitationnel au niveau de l'altitude h, d'accord, et les combiner pour avoir une relation qui rejoint les deux et utilise les deux champs gravitationnels. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Donc qu'est-ce que je dis là? Là, je vous dis, si un corps de masse m est situé à proximité de la surface de la Terre, alors la distance entre le centre de la Terre correspond au rayon RT. D'accord? Dans ces conditions, le poids correspond à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet. Ça, c'est sûr. Donc, je dis que la force universelle gravitationnelle est égale au poids. C'est ça la force au niveau de la Terre. C'est le poids. Est égal à quoi? Égal à l'expression de la force universelle gravitationnelle, qui est égale à moins grand G, M, la masse de la Terre, fois la masse de l'objet, sur la distance entre les deux au carré. Donc, puisque l'objet est à la surface de la Terre, donc la distance, c'est le rayon terrestre. Donc, et puis, on sait que le poids au niveau de la Terre est égal à quoi? À mg0. Et g0, c'est le champ gravitationnel au niveau de la Terre. Si on fait l'égalité, donc on aura P est égal à quoi? À m, petit m, en masse de l'objet, fois moins g, masse de la Terre, sur la distance au carré. Donc, fois UR. UR, c'est quoi? C'est le vecteur unitaire radial, donc qu'on a vu en cours, qui est dirigé du centre de la Terre vers l'objet. D'accord? Donc, et en final, on aura le champ gravitationnel à la surface de la Terre qui est égal à moins grand G, la masse de la Terre, sur R, T terrestre au carré, fois UR en vecteur. Donc, et on aura son scalaire qui est égal à G. Donc, puisque
là, puisque le poids est dirigé du corps vers le centre de la Terre et UR est dirigé du centre de la Terre vers le corps, donc, avec le poids, il est le sens stéréo et le sens contraire du vecteur unitaire ternaire, vecteur radial. Donc, le moins va disparaître, d'accord? Et on aura le G qui est égal, G0 qui est égal à grand G, masse de la Terre, sur la distance au carré, tout simplement. Là, on a donc l'intensité du champ gravitationnel au niveau de la Terre. C'est bon. On le laisse à côté. On ne peut pas multiplier par R au carré sur R au carré. Multiplier G. Hein? Pourquoi faire? Pour rejoindre le R au carré مع ال R plus H au carré اللي راهو تاع G. Donc on obtient G0 fois R au carré sur S R plus H au carré. Très bien, بصح نتايا هذا لو غران جي عباك شنو هذا؟ Oui. Champ gravitationnel universel. D'accord? C'est une constante, elle est universelle. Mais maintenant, on cherche le champ gravitationnel au niveau du sol et à une altitude H. D'accord? Donc le G, le G, le grand G, est différent du petit G. Non, oui, نبداو من G. G égale à G MM sur R plus H au carré. نضربوها في R au carré sur R pour au le deuxième, carré. تهضر لي على la deuxième étape. ما عم باليش الدوزيام étape ما شفتهاش. كيفاش ما على بالكش deuxième étape؟ تهضر لي على au niveau de راك تحوس لي على la force au niveau d'une altitude H. هذا واش راك تقول لي؟ Oui, باش خرجوا l'expression هذيك. La deuxième expression, ماشي l'expression هذه une. لا لا, deuxième expression. Très bien, oui. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc, on va y aller. Ce qu'il nous dit, c'est pas la peine de multiplier ni de. D'accord? C'est juste que, tu vois les étapes là, on a une altitude H, c'est tout. On a eu le champ gravitationnel, donc, au niveau de la Terre, c'est G0, on va chercher le G là, une altitude H. Donc, si l'objet se trouve à une altitude H, d'accord, par rapport au niveau de la mer ou au niveau de la Terre, on remplace R total à l'intérieur par quoi? Pas juste par R total plus H. Parce que ce qui va changer ici, donc pour le poids, c'est toujours mg, d'accord? mgh, donc GH, c'est l'intensité du champ gravitationnel à une altitude H, d'accord? Et ce qui change aussi, c'est le rayon. On avait le rayon de la Terre, donc à une altitude H, on aura quoi? C'est R Terre plus H à la matin. Donc on aura le GH Terre, qui est égal à grand G, la Terre fois plutôt le petit thème هذا ما كاش نحيوه. Donc voilà. Donc sur MT sur RT plus H au carré, c'est la deuxième. Donc la relation entre l'intensité de la pesanteur à une altitude H et au niveau de la Terre, c'est l'expression 2 sur l'expression 1. D'accord? On fait le rapport entre l'expression 2 et l'expression 1. Donc, et on aura au final, on a toujours le M, il n'y a pas. D'accord? Donc, là, et on aura le G,
GH sur le G0. Donc, au final, on aura GH égale à G0 fois RT sur RT plus H au carré. C'est RT carré, oui. Voilà. OK. Merci, mademoiselle. Donc, on aura ça. L'expression ADR. Toujours. La manière de penser. Il faut voir toujours l'expression DL qu'on vous donne. Surtout quand on vous donne une expression pareille. Et se demander, l'équation principale, qui est l'équation universelle, la force universelle gravitationnelle, tu compares. Donc, ça doit disparaître, soit ça doit disparaître, mais bon, je peux avoir le G, mais sans le G0, et je peux avoir le G0, mais sans le G. Donc, je vais les séparer. Et au final, je vais faire un rapport pour faire disparaître les masses, les makash. Donc, les masses doivent disparaître. Donc, en tout point, je me dis, un rapport qui va les faire disparaître. D'accord? Donc, je fais la gravitation au niveau de la Terre et la gravitation à une altitude h, et d'après les deux, je combine pour avoir l'expression qui nous a été donnée. D'accord? Il faut toujours procéder de cette manière. Donc, pour la troisième question, on nous dit qu'ils vont mettre sur une orbite circulaire, bien sûr, un satellite de masse M. Donc, cette orbite a une altitude de H. On demande de montrer que la vitesse de ce satellite est uniforme. La première des choses, c'est toujours, commençons par les forces. Cherchons pas très loin. Donc, commençons toujours parce qu'on a, en satellite géostationnaire, on a la force universelle de gravitation. La force de gravitation universelle. C'est ça. On a le F est égal à moins grand G, masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance entre les deux, donc au carré, fois toujours vecteur unitaire radial. OK? Bon, on dit toujours que cette vitesse, cette force plutôt, est radiale, est dirigée vers le centre de la Terre. OK? Sachant que UR est égal à moins U normal, il est dirigé vers le centre. Là, on a dirigé, enfin, du centre de la Terre vers l'autre. Donc, je vais changer l'expression. Maintenant, c'est inverse. D'accord? Donc, sachant que UR est égal à moins UN, parce que le vecteur unitaire normal, donc si on a une accélération normale, par exemple, du satellite, donc cette accélération est dirigée du satellite vers le centre de la Terre et le radial du centre de la Terre vers le satellite, donc ils sont inversés. Donc, d'accord? علاش خرجنا من الفيكتور راديال ورحنا on cherche à avoir le vecteur normal. علاش؟ Parce que le vecteur normal il est relié à l'objet, au satellite. Et là, on cherche la vitesse du satellite. Donc, il nous faut un vecteur qui soit relié au satellite. Ce n'est pas le vecteur unitaire qu'on utilise pour les forces de gravitation universelle, où on a le vecteur radial qui est dirigé du centre de la Terre vers le satellite. Ça, on n'en a pas besoin. Il nous faut un vecteur qui soit lié au satellite. Donc, on utilise le vecteur normal. Donc, ici,
on dit alors la force a la même direction et le même sens que l'accélération normale. Donc, on a le F en normal, on a le F est égal à grand G, grand terme, petit terme, sur R au carré fois UN. Donc, puisque UR est égal à moins UN. Donc, on le remplace. La deuxième loi de Newton, la loi fondamentale, F est égal à quoi? À M fois A. Pour l'accélération, M gamma. D'accord? Mais aussi, dans un repère de freinée. D'accord? Dans un repère de freinée, puisqu'on est en mouvement circulaire. On a quoi en mouvement circulaire? On a une accélération tangente et une accélération normale. D'accord? Et ces deux composent l'accélération totale. Donc, l'accélération totale qui est égale à l'accélération tangente fois unitaire tangent plus l'accélération normale fois le vecteur unitaire normal. D'accord? Là, cette force, c'est la même. C'est les mêmes. C'est la seule force qui est exercée sur le satellite. Il n'y a pas d'autre force. D'accord? Donc, c'est la force du poids. C'est ça. Donc, cette force et cette force sont égaux. Donc, il y a une égalité entre ce vecteur et ce vecteur. D'accord? Donc, on aura le grand GM MT, petit terme sur R TS au carré fois UN est égal à M fois A, l'accélération, vecteur accélération. Et le vecteur accélération est égal à quoi? Est égal à l'accélération tangentielle fois le vecteur unitaire tangentiel UT plus l'accélération normale fois le vecteur unitaire normal UN. D'accord? Donc, si on remplace ce A par cette expression et par identification entre cette expression, donc cette égalité entre ça et ça, on aura quoi? Par l'identification, on aura ça. Là, on a remplacé. Oui, si le mouvement est uniforme, mademoiselle, s'il n'est pas uniforme, comment on peut le prendre directement A est égal à AN? D'accord? Et même s'il est circulaire, on n'a pas de mouvement circulaire accéléré. Si, on peut avoir un mouvement circulaire. Là, on est en train de démontrer que le A, l'accélération, est égal à AN et que le A tangentiel est nul. Donc, on est en accélération, en mouvement uniforme. Une accélération uniforme, d'accord? Une accélération plutôt, une vitesse constante de rotation. Donc, on est en mouvement uniforme, une vitesse constante. Donc, là, on se dit que les deux accélérations existent. En bas, on doit démontrer que, puisque on a démontré que le mouvement est uniforme, circulaire uniforme, on doit démontrer que l'accélération tangentielle est nulle. Donc, le mouvement n'est pas accéléré. Le mouvement est circulaire uniforme. D'accord? Donc, c'est pour ça que, en premier lieu, je travaillais avec le sens radial, le vecteur radial, puis on est passé au vecteur normal. Bien sûr, il est porté sur la même droite. Parce que pourquoi on a choisi le vecteur normal? Il est porté sur la même droite que le vecteur radial. Souvenez-vous, quand on a commencé en cours à étudier le satellite géostationnaire, donc il y avait la Terre et il y avait le satellite. Et une droite qui les relie. Sur cette droite, on avait le vecteur radial qui sort du centre de la Terre vers le satellite, et on avait le vecteur normal qui sort du satellite vers le centre de la Terre, qui sont portés sur la même droite, puisqu'ils sont portés sur la même droite. Donc, je peux jouer avec, utiliser l'un ou l'autre. Et moi, je cherche à avoir le mouvement du satellite. Donc, le U radial qui est lié au centre de la Terre ne m'intéresse pas. Il faut que j'aille au vecteur unitaire normal qui est relié au satellite.
Donc, c'est pour ça que je suis passé du radial vers le normal. Donc, suivant la force gravitation universelle, plutôt en fonction du vecteur unitaire normal, d'accord? Là, je suis au niveau du satellite. Je dois chercher pour pouvoir déterminer la forme du mouvement d'INA, je dois chercher l'accélération, d'accord? Ou la vitesse, ça dépend. Mais là, l'accélération, ce qui est plus simple puisqu'on est en force. Donc, j'utilise la deuxième loi de Newton qui me dit que la force, on est fou, agissant sur ce satellite est égale à sa masse fois son accélération. D'accord? Et l'accélération, elle est divisée en deux. Une accélération tangentielle et une accélération normale. D'accord? On doit l'écrire en forme vectorielle avec la somme des deux composantes. Donc, on a l'accélération tangentielle fois le vecteur unitaire tangentiel plus l'accélération normale plus le vecteur unitaire normal. D'accord? On a la force en fonction de M et de l'accélération. On a la force en fonction de grand M, petit m, la force et le G en fonction du vecteur unitaire normal. Donc, par identification, si on fait une identification entre l'ANA, l'équation, si on fait une identification entre cette partie et cette partie, là, on a un vecteur unitaire normal. On a un vecteur unitaire normal, on a un vecteur unitaire tangentiel. Donc, pour que cette égalité soit vraie, donc, il faut que de ce côté-là, le côté droit, reste que la partie en vecteur unitaire normal. D'accord? En vecteur unitaire normal. Donc, cette partie, c'est quoi? Donc, ça va nous renseigner que l'accélération tangentielle est égale à 0. D'accord? Et l'accélération normale est égale à ce terme-là. G grand M sur R au carré. C'est par identification. Donc là, on peut dire que le mouvement est circulaire uniforme. D'accord? D'accord, les gens? Oui, mademoiselle. Sur l'axe tangentiel, oui. Oui. Très bien. On aura MA est égal à 0. En projection, on aura MAT est égal à 0 puisque la masse n'est pas nulle. Donc, on peut avoir exactement AT est égal à 0. Mais on n'aura pas l'expression de A. Monsieur, Oui. on peut mettre directement إلا كانت عندنا إلا كانت عندنا في ليسون نحطو l'expression تاع l'accélération شوفوا باللي R est constant تسمى الاتي راح تروح بالزيرو تقعد الان واش من لاكسيليراسيون اللي تحطها l'expression تاع l'accélération en général تسمى بلي ديريفي تاع الار وتاع الثيتا هذيك حبس او لا تما راك رحت الكوردوني دوطر كوردوني تما راك تهضر لي كوردوني بولار لي كوردوني انترنساك لا هذيك حاجه نو هذيك حاجه وهذه حاجه داكور هذيك ما تخرجكش لهذه ce qu'on a utilisé en cinématique ne peut être لهنايا en dynamique. D'accord, jeune? علاش تخرجك لهنايا c'est des forces. الهيكا c'est des déplacements. C'est tout à fait deux choses complémentaires. Ne peuvent pas être
parler que de force. C'est ça la dynamique. Bon, en cinématique, on ne parle pas de force. On s'en fout des forces agissant sur un corps, on s'en fout de ces forces qui provoquent le mouvement. On s'intéresse qu'au mouvement. Mais ici, non. On s'intéresse aux forces qui provoquent le mouvement et au mouvement. D'accord? C'est deux choses complémentaires et différentes en quelque sorte. Ah, bon. Est-ce que c'est compris jusque-là? La demoiselle, votre idée, elle est juste, hein? Très bien. Très bien réfléchi. Mais vous aurez un problème. Il faudra que vous allez dire que le mouvement est uniforme, mais pour avoir la vitesse et l'accélération, donc vous allez avoir à refaire ce que je viens de faire pour les avoir. D'accord? Mais si on fait ça, on aura les deux. Mais c'est très bien réfléchi. Je vous remercie. Donc le satellite fait un mouvement sur une trajectoire circulaire uniforme. Donc, un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. Et c'est le cas pour tous les satellites. D'accord? Ils sont sur les orbites. Donc, la deuxième B, on nous demande la vitesse du satellite. On a le AM, l'accélération normale, et l'accélération normale est égale à la vitesse au carré sur le rayon, sur la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Donc, en faisant l'égalité entre l'équation 7 ou 6, donc on aura directement V est égal à la racine de GMT sur RT. Donc, je suppose que, si je n'oublie pas, ils ne nous ont pas donné d'expression, donc ils nous ont montré que la vitesse du satellite est uniforme, et ils nous demandent de donner l'expression, d'établir l'expression de la vitesse du satellite et de sa période en fonction de G0, R et H. Donc, comme je disais, on a l'accélération normale qui est égale à la vitesse au carré sur R, d'accord? Donc, l'égalité entre l'accélération normale qu'on a trouvée ici et cette expression, donc on aura le V est égal à grand G, grand M sur R. Donc, il nous demande d'avoir cette expression en fonction de G0, R et H. Donc, de l'équation 1, on a G0 qui est égal à Gm T sur R, T au carré. Donc, Gm est égal à G0 RT au carré. Donc, ici, on peut avoir directement remplacé ça par ça. Et on le sait que le RT est égal à RT plus H. Donc, on aura directement le V qui est égal à G0 RT au carré, qui vient d'ici, et le RTS qui est égal à RT plus H. D'accord? Là, c'est simple. C'est juste des remplacements. Est-ce que j'ai compris? Oui, monsieur. Très bien. Donc excusez-moi juste une minute. Je m'excuse, donc je suis là. Donc je disais, jusque-là, c'est compris, normalement. Je chauffe les commentaires. S'il y a des commentaires, vous me le dites. En deuxième position, on nous demande
la période de révolution du satellite, la période. La période, c'est quoi? La période, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est le temps que le satellite prend pour faire un tour. Un tour, exact. Très bien. Donc, la période T, c'est le temps qu'il faut pour le satellite pour qu'il fait le tour qui est d'un angle de révolution de 2P. Donc, cette période de révolution, donc cette période est égale à 2P sur la vitesse angulaire W. D'accord? Sachant que cette vitesse angulaire qui est égale à quoi? À V sur R. D'accord? Donc, directement, on aura T est égal à 2pi V sur R. Directement, donc T, là, en changeant ça par ça, donc on aura 2pi R. T plus RH, c'est RTS, d'accord, sur V. Et V, on l'a ici. Donc, on aura au total qui est égal T, la période qui est égale à 2pi racine de RT plus H au cube sur G0, RT au carré. D'accord? C'est tout simplement ça. C'est une application directe. Est-ce que c'est compris pour cet exercice? Eh oh, vous êtes là ou là? Oui, monsieur. Oui, c'est compris. Oui, monsieur. Très bien. Donc, si c'est compris pour cet exercice, on passe à l'exercice 7. L'exercice 7. Tout le monde voit le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, l'exercice 7, on nous dit une particule de masse M donc, est attachée à une extrémité d'un ressort de longueur à vide L0 et de constante de raideur K. Donc, on dit aussi que l'autre extrémité du ressort est fixée au bord d'une table horizontale de la partie supérieure. C'est-à-dire, schéma total. En premier lieu, ce qu'on vient de dire là, on parle que du ressort Hadal Fouqani, comme s'il n'existait pas. D'accord? Ok, on parle de l'Inde. L'autre extrémité, sur une table. Très bien, horizontale. On voit la figure, c'est dessus, la figure. On déplace la particule sur la table de sa position d'équilibre vers le point B de l'axe X. Bon. Première question, c'est on demande de déterminer l'expression de la force élastique FE exercée par le ressort sur la masse M en fonction de K, L0 et X. OK?
Si on voit la première figure, figure 1, là, d'accord, c'est la représentation des forces. Puisque le mouvement se fait du point O vers le point B, donc le vecteur de déplacement, c'est U. Elle est comme ça. La force élastique, c'est une force de rappel. Donc, elle est vers l'intérieur, elle est en bleu. C'est FE. D'accord? On a la longueur à vide, qui est L0. C'est celle-là. Le déplacement, c'est X. Et la longueur sous l'action de la force du ressort, c'est M. D'accord? Donc, on a la force élastique est égale à quoi ici? Puisqu'elle est dirigée vers l'intérieur, donc elle est au sens opposé du mouvement, puisque le mouvement se fait de O vers X, donc on aura le moins. K fois quoi? L, la longueur du ressort étiré, moins la longueur du ressort à vide. D'accord? OU est un vecteur unitaire dont la direction et le sens sont indiqués sur la figure, bien sûr, comme je viens de vous le dire, et L, la longueur du ressort exprimée. D'accord? L, l'hnaya, puisqu'il s'agit d'un triangle à angle droit, donc on aura l'expression L, L au carré est égal à quoi? À L0 au carré plus X au carré. Donc L est égal à racine de L au carré plus X au carré. C'est l'expression ADI. Au départ, nous jouons à l'âge. Parce que nous demandons de donner l'expression en fonction de K, L0 et X. Donc, on doit se débarrasser du L, puisqu'il est dans l'équation. On doit se débarrasser de lui. D'accord? Pour ce faire, directement, on voit directement que c'est un triangle angle droit. Donc, on a la fameuse formule de Pythagore. Donc, L est égal à quoi? À racine de L0 au carré plus X au carré, directement. Là, on le laisse de côté. شفنا les forces, donc نروحوا للدeuxième. Le U تاعنا vecteur unitaire هذا وشنو هو؟ Les fonctions des deux vecteurs unitaires I et J. D'accord? Donc, pour avoir le I, donc alpha Heilig ou alpha, c'est la même qui est là. Donc, là, pour avoir le vecteur U sur la projection du vecteur U sur l'axe des X, donc on aura I, le vecteur unitaire, là, cos alpha. En bas, pour le vecteur unitaire sur l'axe des Y, donc le U va être dirigé au sens inverse de Y. Va diriger vers le bas. Donc on aura le moins. Et quoi? C'est le sinus de alpha J. OK? Et on a le cosinus alpha, c'est quoi? Cosinus alpha, c'est le X sur L. D'accord? Le cosinus alpha, c'est quoi? C'est X sur L. Et L, on l'a vu, c'est cette expression. Donc, on aura cette expression. Remplaçons le L. Et le sinus alpha, c'est quoi? C'est le L0 sur L. Donc, sinus alpha, c'est L0 sur L. C'est compris jusque-là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, le vecteur de la force élastique, F,
est égal à quoi? Moins K fois L moins L0 fois le vecteur unitaire U. Et le vecteur unitaire U, on l'a vu ici. Ah oui. D'accord? Donc, on remplace le U par. Donc, on aura le moins K fois ça. Et en faisant, bien sûr, en remplaçant le L par L0 au carré plus X au carré sur la racine, donc on aura tout ça. Bien sûr, et aussi en remplaçant le cos alpha et le sinus alpha par des expressions. Donc, on aura l'expression de F, la force élastique du premier, est égale à moins K fois L moins L0 fois X sur L fois I plus K fois L moins L0 fois L0 sur L. J. D'accord? C'est bon? Hadia. C'est l'expression de la force élastique, mademoiselle. Bien sûr. On a vu en cours. On a vu en cours. C'est K delta X, mademoiselle. Et K, c'est la constante de raideur. Et delta X, c'est l'allongement du ressort. Il faudra comprendre juste les projections là et la méthodologie de se faire en vecteur. Parce que qui dit on nous demande l'expression de la force élastique en vecteur. Et c'est l'expression. Donc, il faut faire attention à ça. C'est qu'on demande le vecteur force élastique. D'accord? On ne demande pas la force élastique en module. On demande la force élastique en vecteur ici. D'accord? C'est compris pour la question 1. Très bien. On passe à la question 2. Qu'est-ce qu'on nous dit à la question 2? On dit que la particule est maintenue attachée entre deux ressorts identiques. Nous avons le schéma compris. Au précédent est fixé au bord de la table, comme indiqué par la figure. D'accord? On déplace la particule de sa position d'équilibre O vers le point B, qui est maintenant sur l'axe. Montrer que la force élastique exercée sur M, donc sur le corps, est donnée par l'expression. C'est toujours une expression vectorielle. D'accord? Alors, on a donné l'expression l'oula. On va changer l'expression deuxième. D'accord? L'expression deuxième, qu'est-ce qui doit changer? On a le F, toujours c'est moins K fois L. U', là, U', هذيك. D'accord? On a vecteur alpha là, l'angle alpha kiff, donc on aura U' est égal à U. على كل حال, pas dans le sens, mais en module. Donc, là, U, là, donc en projection sur X, on aura quoi? Un cos. En projection sur Y, on aura un sinus. Mais
on aura un plus, puisque quand on fait la projection sur Y pour U', il est dirigé vers le sens de Y. Donc, on aura un plus. Donc, là, U est égal à quoi? Cos alpha I plus, ben, on avait moins sinus, donc plus sinus alpha J. D'accord? Et on fait la même chose qu'ici. On aura, là, il y a le moins. Très bien. Parce que là, il y a le moins. Là, le moins. Donc, on aura l'expression de la même manière que pour la précédente question. Le U' change sera un cos alpha I plus sinus alpha J. Monsieur, Oui. monsieur, quand vous avez changé le plus par le moins, Oui. mais c'est moins K fois moins sinus alpha, non? Moins K, moins sinus alpha. Oui, c'est ça. تحت lequel le moins. ماشي المعنى. انا جيت نبدل في هذه، نشوف التحتانيه ونبدل فيها هذه، معليش. هنا اللي كاين لو moins. Voilà. Merci, mademoiselle. Voilà. Donc, on aura la même expression que ça avec un signe moins et les sépare. D'accord? Et on aura l'expression de FE', donc la force élastique du deuxième élastique. Deuxième ressort plutôt. D'accord? Donc, F total, est égal à FE plus FE'. Donc, on fait la somme de celle-là et de celle-là. Donc, la partie négative et la partie positive disparaissent. Donc, il ne reste que la partie en vecteur unitaire I. Donc, il ne reste que cette première partie. Donc, on aura, et bien sûr, le 2, puisqu'il y en a deux fois. D'accord? Donc, on aura le moins 2K fois L moins L0 fois X sur L I. D'accord? Sur LI. Qu'on pourra également écrire sous cette forme directement. Donc, si on multiplie donc on aura le moins 2kx, x est un facteur, 1 fois 1 moins L0 sur L directement. Est-ce que c'est compris? Je vois que il n'y a pas de réaction. C'est que vous ne comprenez pas ou je ne comme là. Si, ça comprend. C'est sûr. Très bien. Oui, c'est sûr. C'est tout ce que je cherche. Inch'Allah. Donc, là, comme vous pouvez le voir, c'est simple comme bonjour. Tout ça, c'est simple comme bonjour. C'est juste un peu de géométrie et de bien représenter les vecteurs force comme les vecteurs unitaires. Vos vecteurs font le schéma, toujours le schéma vous représentez les forces les vecteurs, le sens, bien en clair, même si vous devez utiliser des couleurs, vous commencez à la résolution de l'exercice. Toujours. Essayez de mettre le schéma et de représenter les vecteurs force, vecteurs unitaires et le sens, la vitesse, l'accélération, tout ce que vous pouvez représenter avec des couleurs. D'accord? Et vous le posez devant vous et vous commencez à la résolution. D'accord?
Donc, bon, il est 11h15. Si vous êtes d'accord, donc on termine le 11e exercice. D'accord. D'accord? Très bien. Passons à l'exercice 11. 11 qui est un peu long, mais il est simple, comme aujourd'hui, je pense. Donc, pour l'exercice 11, on nous dit qu'un corps de masse M est relié à un corps de masse petit m. D'accord? Non? Je vais partager le. Voilà. Vous suivez toujours ici. Donc, je vais dire à partir de la série. Donc, je disais, un corps de masse grand M est relié à un corps de masse petit m par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable. Un ressort K de masse négligeable dont la courbe d'étalonnage est donnée ci-dessus. Attendons la courbe d'étalonnage du ressort. Donc, c'est la force en fonction de quoi? De l'étirement. Et ce ressort, il est attaché à la masse petite. Dans le premier cas. Dans le cas, on néglige les frottements, donc les forces de frottement de la masse petit m, d'accord? Sur le plan horizontal, calculer littéralement, donc l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil. Donc, donner l'expression de cette accélération et de la tension du fil. D'accord? Ça, c'est la première question. Alors, on va représenter les forces existantes, sans exception. Le premier cas, les frottements sont négligés. Donc, on n'a pas de frottement. On a quoi? Pour la masse M, on a le poids, PM, on a la force de contact, CY, et on a, bon, CY sur l'axe Y, donc C. Et on a, au genou, la tension du ressort, T, et T1, la tension du fil. S'agissant du même fil, au niveau de la poulie, donc on a moins T1, c'est la même tension puisque c'est le même fil. Et en plus, il est inextensible. Ça, c'est très important à prendre en considération. Donc, on aura les mêmes tensions partout pour le fil. D'accord? Sur la même longueur. Donc, on aura T1 et moins T1. De la deuxième partie de après la poulie, donc on aura moins T2 pour T2. Et on a le poids de la masse grand M. Comme les forces à l'accélération. Donc, dans ce premier cas, donc, on prend l'origine, la position initiale de la masse. Voilà la position initiale. قبل ما يطلقوا en mouvement هذا le système. D'accord? حاب يقول la masse point origine initiale de la masse, donc حاب يقول le ressort quand le ressort était à vide. Donc le ressort n'était pas étiré.
Les masses passent en mouvement. Et puis, on a, quand la masse petit m se déplace, donc la force élastique de T, c'est moins K, puisque T, elle est dirigée de droite à gauche, et le mouvement se fait de gauche à droite. Suivant l'axe des X aussi, c'est le contraire, donc toujours on a le moins K delta L I. C'est T. Et puisque la masse du fil ainsi que la masse de la poulet sont négligeables, donc on a le module de T1 est égal au module de T2. Les modules sont les mêmes. D'accord? Frottement négligeable, donc c'est X, Y sont nuls. 1 plutôt si X est nul et si Y c'est la force de contact, c'est C. Fil inextensible, donc l'accélération de la masse petit m et l'accélération de la masse grand M ainsi que les vitesses sont égaux, puisque s'agissant d'un fil inextensible, est égal à A. D'accord? Commençons maintenant par le système petit m. En appliquant la loi fondamentale de la dynamique, donc on a Pm plus T plus I plus T1 est égal à M à M. D'accord? Le système grand M, on a quoi? On a juste le poids et la tension. Donc P, M plus T2 est égal à M à M. D'accord? En projection sur les axes, d'accord? Sachant que toujours AM, A de petit m est égal à A, grand M est égal à A. Donc sur OX, là, on a que les systèmes petit m, parce que le système grand M, là, sur l'axe des X, on n'a pas de force. D'accord? Donc, pour l'axe OX, on n'aura que le système petit m qui est égal à moins K delta L plus T est égal à MA. C'est l'équation 1. OK? Sur OY, on a le système grand terme. Le B. Là, مش عندنا. T وعندنا P qui est égal à moins 1. Parce que le déplacement se fait là. Donc, on a le moins. C'est MG moins T2 normalement. Et puisque T2 est égal à T1, s'agissant d'un fil inextensible, donc là, on utilise T1, qui est égal à quoi? M fois A, puisque les accélérations des deux corps sont T. Pour le système petit m sur l'axe Y, on a le poids moins la force de contact TN est égal à quoi? À M. OK? Est égal à M. Là, on laisse les choses comme ils sont, à l'ouel. D'accord? Et après, on va voir. Puis la première ou la deuxième? On aura, si on fait la somme de les deux, on aura le A est égal à mg moins k delta L sur la somme des masses. La somme de 1 plus 2, d'accord? Et tu sors le A en vecteur, عندنا les T, les tensions, يروحوا plus T1 et moins T1 يروحوا يريح الغير moins K delta L M plus Mg est égal à M plutôt à A fois grand M plus petit m. Donc on aura A est égal à Mg moins K delta L sur la somme des masses. D'accord? De l'équation 2, on va directement la tension et demander T est égal à quoi? C'est M fois G moins A. Et l'expression de A, elle est là, on la remplace, on aura au final qui est égal à grand M fois G petit m plus K delta L sur la somme des masses. Tout simplement.
Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Non, je vais mettre le D'accord? Il n'y a pas de mouvement de petit m sur l'axe des Y. La première question, on en a terminé. On a l'accélération et la tension du fil. La deuxième. On nous dit que les frottements ne sont plus négligeables et le ressort n'étant pas tendu. Quelle est la valeur maximale de la masse grand M à suspendre pour que le système reste au repos? Là, نقول هنا أنه شحال هو la masse تاعنا M grand M اللي نديروها ماكسيمال باش يريح لو سيستم ديالنا au repos ما يبوجيش. لو كان نفوتوا هذيك لا ماس il bouge. D'accord. Et on nous donne quoi? La valeur du coefficient de frottement statique. Un coefficient statique ou un coefficient dynamique. Donc, en position d'équilibre, c'est le statique. D'accord? Eh bien, on sait que le mu S est égal à quoi, les gens? C'est perpendiculaire. C'est X sur c'est Y. Très bien. Et là, on est en position statique, on ne bouge pas. Donc, la position d'équilibre, là, on utilise le mu S. Donc, là, on doit chercher la masse grand M pour maximum pour que le système reste en équilibre. Pour cela, de la même manière, on a notre schéma. Il reste le même, sauf que ici, on aura quoi? Le CX. Là, petit m, on aura le CX, puisque les frottements ne sont plus négligeables. On aura un vecteur Hagda CX. D'accord? C'est les frottements. هاوليك CX au هنا لتحت. Toujours au niveau du sol. Là, il s'agit de la limite d'équilibre. D'accord? Donc le T, tension du ressort, elle est nulle. Il n'y a pas de tension. Le ressort est au repos. Mazal ma jbednash. On est en équilibre. Mazal ma jbednash. Le ressort il est à vide en quelque sorte. Donc on a le mu S qui est égal à CX sur CY. Donc CX est égal à quoi? À mu S fois CY. Si on reprend les équations 1 et 2 de la question précédente, pour un système en équilibre, les A égale à 0. Donc on a quoi? Cx moins Cx plus T, 1 est égal à 0. C'est la même chose. Là, on a la loi fondamentale de la dynamique, donc la loi de Newton, et on va faire des projections. Sur X, là, on va sur Y pour les deux. D'accord? Puisqu'on est en équilibre, l'accélération est nulle. Il n'y a pas de mouvement. Donc, moins Cx, puisque le sens, alors maintenant, plus T, comme le schéma, moins Cx, le sens positif, alors maintenant, les X, donc plus T est égal à 0 sur X. Pour le deuxième, là, sur l'axe des Y, le mg qui est dans le sens du mouvement, moins le t qui est dans le sens inverse du mouvement, est égal à 0. Maintenant, pour le petit m, sur l'axe des Y, on a le mg moins le cy. Donc cy est égal à mg.
si on fait la somme des deux premiers, donc on aura si x est égal à grand M G. Et comme si x est égal à mu si y, donc c'est égal à quoi? À mu petit m G. Donc on trouve M est égal à mu S fois M petit m. D'accord? Monsieur, Oui. dans la deuxième équation, on a T1 ou bien T2? On est en équilibre. On aura, plutôt, on a un fil inextensible. T1 est égal à T2. Même s'il est en mouvement, même s'il y a des frottements, on a un fil inextensible. Quand on vous dit que le fil est inextensible, donc les modules, les tensions du fil gap sont égaux. D'accord? On a le T1, le module de T1 est égal au module de T2. D'accord, mademoiselle? Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est pour ça que j'utilise T1 là. Quand je pouvais utiliser T2 pour tout. Donc, on a Cx est égal à grand M G de l'équation Hadi ou Hadi. C'est 1 plus 2, on aura Cx est égal à grand M G. Et Cx de l'équation d'Iana, le coefficient de frottement statique, donc c'est Cx est égal à mu S, Cy. Et Cx est égal, Cy plutôt, est égal à petit m G, donc Cx est égal à mu petit m J. D'accord? Donc, et l'égalité entre ces deux, donc, à partir de la partie, donc on aura grand m G est égal à quoi? À mu S petit m G. Donc G et G disparaissent, donc grand M est égal à mu statique fois petit m. Et là, on aura notre masse limite d'équilibre, la masse maximale, pour garder l'équilibre. D'accord? Oui. Très bien. Troisième question. On nous dit que la masse petit m s'est déplacée de 10 cm. Calculez à cette position l'accélération du système et la tension du fil, sachant que le coefficient de frottement dynamique est mu d est égal à 0,25. Très bien. Donc, là, il y a eu rupture d'équilibre. Donc, le système est en mouvement. Donc, le statique, le coefficient de frottement statique n'est plus en question, n'est plus d'actualité. Donc, on aura le coefficient de frottement dynamique. Donc, on nous demande de calculer l'accélération à la position x est égal à 10 cm et la tension du fil. Dans ce cas, on a mu d est égal à 0,25. D'accord? Et x est égal à 0. La seule différence avec la question précédente, c'est que Cx est égal à mu d Cy. Et t n'est pas nul. Et t n'est pas nul. C'est tout. T, c'est la tension du ressort. Ce n'est pas la tension du fil, la tension du ressort. T à la Wana. Puisqu'on est en mouvement, le ressort va s'étirer, donc le θ n'est pas nul. D'accord? Je reprends ici. Donc, de la même manière, pour le système M, petit m, on a Pm plus T plus Y plus T1 est égal à MA. D'accord? Système grand M, on a Pm plus T2 est égal à MA aussi. Donc, sachant que, bon, s'agissant de fils inextensibles, donc les tensions T1 est égale aux tensions modulées de tension T2, et aussi l'accélération
pour le corps M est la même que pour le corps M, grand M. C'est la même accélération, s'agissant d'un fil inextensible. Donc, en projection sur X, donc on aura le moins T moins 6x plus T1 est égal à MA, petit m fois A. Sur Y, donc on aura pour le M, le système grand M, donc on aura grand MG moins T2, qui est la T1, même chose, est égal à grand M A. Et pour le système sur OY aussi, le système petit m, on aura MG moins CY est égal à 0. De la même manière, on aura le CY est égal à MG et le CX est égal à mu D MG, parce que c'est mu D CY, CX est égal à mu D CY, et CY c'est MG, donc on aura directement CX est égal à mu D petit MG. Et en faisant la somme de 1 et 2, d'accord, on aura directement A est égal à G fois grand M moins mu D petit m, le tout moins K delta L sur la somme des masses. Et de l'équation 2, on aura directement le T1 qui est égal à grand M fois G moins A, qui est égal à grand M fois l'accélération à moins grand G moins 9. Est-ce que vous trouvez ça simple? Est-ce qu'il y a des difficultés? Allez les jeunes. Allô, allô. Normalement, c'est simple. Non, monsieur, c'est clair. C'est clair? Il n'y a pas de questions? Non. Non. Très bien. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'Inch'Allah, tout est compris. Donc, je vais, dans ce cas, on va essayer de s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Monsieur, Oui. j'ai une question dans l'exercice 5, le dernier point. Pouvez-vous revenir à l'exercice? Bien sûr. Monsieur, dans la période de révolution, Oui. le résultat qu'on a trouvé, j'ai vous n'avez pas pas compris. vraiment compris. Pas de souci. Voilà. Donc, jusqu'à la vitesse, je fais le partage. Jusqu'à la vitesse, c'est bon. Allez, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle.